Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un atelier d'artistes vieux de 100 000 ans, des poissons sauteurs, un mégavirus et un télescope géant en plein désert chilien. En 2008, les archéologues avaient découvert en Afrique du Sud ce que l'on pourrait considérer comme le plus ancien atelier d'artistes connu à ce jour. Remontant à 100 000 ans, les vestiges d'outils, coquillages et pigments retrouvés dans la grotte de Blombos témoignent en effet de la capacité des premiers hommes à fabriquer et à conserver les matières colorantes. Après avoir étudié ces objets, en particulier une coquille d'ormeau contenant une couche de pigments rouges, une équipe internationale comprenant des chercheurs du CNRS ont pu reconstituer la recette mise en œuvre par les hommes préhistoriques pour fabriquer ces couleurs. Les pigments étaient tirés de roches riches en hématite et en goethite, des oxydes de fer assez répandus. Grâce à des outils en quartzite, ils les abrasaient et les réduisaient en poudre. Cette poudre était ensuite liée grâce à de la moelle osseuse. Le pigment, liquide au moment de la préparation, était alors stocké dans un coquillage, puis recouvert d'un galet. Difficile de savoir à quoi servaient ces préparations. Étaient-elles destinées à colorer la roche, le corps, ou bien servaient-elles à protéger ou à conserver certains matériaux? Quel qu'en fût l'usage, cette découverte montre la capacité des premiers hommes à réaliser des préparations élaborées et à planifier leur utilisation future en les stockant. Certains poissons habitués à séjourner à l'air libre ont la capacité de se déplacer sur la terre ferme en effectuant des bonds. Comme le montre la biologiste américaine Alice Gibb, ces poissons amphibies effectuent un mouvement très particulier. Ils rapprochent leur tête de leur queue, puis en cédant de leur appui au sol, effectuent une détente rapide qui les projette loin vers l'avant. Si l'on en croit ces images, des poissons exclusivement aquatiques n'ont pas cette capacité et restent sur place malgré leurs efforts. Effectivement, un mouvement de nage rapide n'est pas suffisant pour se déplacer en sautant. La capacité de sauter relèverait-elle donc d'une adaptation à la vie terrestre? Rien n'est moins sûr, car comme le montre Alice Gibb, en cherchant bien, on peut trouver certaines espèces exclusivement aquatiques capables de se déplacer par bonds lorsqu'on les sort de l'eau. Et pour cela, ces poissons procèdent exactement de la même manière que leurs cousins amphibies. La capacité de sauter semble donc antérieure au passage à la vie amphibie. Elle procure à l'animal un net avantage dès lors qu'il s'agit de se sortir d'un mauvais pas, en cas d'échouage par exemple. En 2003, des chercheurs français basés à Marseille découvraient le mimivirus, un virus géant dépassant en taille un grand nombre de bactéries, du jamais vu. Au large de la station de biologie marine de Las Cruces, au Chili, la même équipe vient de découvrir un virus encore plus gros et avec plus de gènes puisque son génome en compte 1120. Baptisé Megavirus chilensis, ce dernier partage quelques caractéristiques avec son cousin Mimivirus. Comme lui, il infecte des amibes en se faisant passer pour leur proie habituelle, des bactéries. Et pour tromper son hôte, Megavirus dispose d'une enveloppe recouverte de fibres qui lui donne une apparence chevelue. Autre caractéristique étonnante, il possède des gènes associés à des enzymes qui n'existent habituellement que chez les organismes cellulaires et pas chez les virus. Mimivirus possède lui aussi quelques-uns de ces gènes, ce qui laisse penser que Mimivirus et Megavirus ont un ancêtre commun. Une découverte qui tendrait à montrer que les virus géants ne sont pas des virus comme les autres, mais les descendants d'une famille d'organismes très originaux, aujourd'hui disparus. Il y a quelques jours, le gouvernement chilien signait avec l'ESO, l'Observatoire européen austral, un accord concernant le site d'accueil du futur télescope géant européen, l'EELT. On savait déjà que cet instrument gigantesque serait installé au sommet du Cerro Armazones, dans le désert d'Atacama, à une vingtaine de kilomètres de l'actuel VLT. Dans le cadre de ce nouvel accord, l'EELT doit bénéficier d'une zone réservée de 189 km², entourée d'une zone de protection de 362 km² qui permettra de préserver le télescope de la pollution lumineuse et des opérations minières. En échange, l'ESO accordera un peu plus de temps d'observation aux astronomes chiliens. Reste à lancer le chantier de ce monstre technologique. Et quel chantier? Car si les plus grands télescopes actuels atteignent aujourd'hui les 12 mètres de diamètre, le télescope géant européen approchera les 40 mètres. Grâce à ce diamètre et à son optique adaptative qui permet de corriger en temps réel les turbulences atmosphériques, l'EELT devrait fournir des images 100 fois plus précises que les images actuelles. Première lumière prévue vers 2020. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi 11 novembre pour notre prochain journal. En attendant, retrouvez toute l'actualité scientifique sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À très bientôt.